Cette semaine à Infomag, une entreprise de cannabis médical en pleine expansion à Masson-Angers. Le projet Les Petits Violons de l'école primaire Saint-Laurent est sauvé pour les 2 prochaines années. Et retour sur le dernier conseil municipal de l'Ange Gardien. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à Infomag. L'entreprise hydropothicaire située à Masson-Angers et œuvrant dans la production de marijuana médicale désire ajouter à son équipe une cinquantaine d'employés d'ici juillet 2017. Le mercredi 16 novembre, la compagnie a d'ailleurs organisé une journée porte ouverte pour le public ainsi qu'un salon de l'emploi. Ce sont près de 200 personnes qui ont fait le déplacement avec leur curriculum vitae à la main dans l'espoir de décrocher un poste. Il s'agit du seul producteur de cannabis thérapeutique autorisé par Santé Canada au Québec. Hydropothicaire produit présentement 600 kg de cannabis thérapeutique par année. Une nouvelle serre de 36 000 pieds carrés à la fine pointe de la technologie fera grimper à 3 600 kg la quantité produite annuellement, donc une augmentation considérable. Le président et cofondateur d'Hydropothicaire, Sébastien Saint-Louis, explique l'expansion du marché et nous parle des bienfaits du cannabis médical. Écoute, je pense qu'on voit, c'est que les gens commencent à réaliser qu'ils peuvent venir chez Hydropothicaire pour vraiment chercher une marijuana de qualité supérieure par opposé à où ils se sont peut-être fournis dans le passé. On voit vraiment un shift du marché noir, du marché gris vers nos produits qui sont finalement plus salubres, plus sains et de meilleure qualité. Les gens qui ont vu des membres de leur famille, des amis, quoi que ce soit, qui peuvent être atteints d'une maladie ou quoi que ce soit en fin de vie. Ils ont vu des gens qui ne sont pas capables de dormir, qui ne sont pas capables de nécessairement se nourrir, passer du temps avec leur famille, complètement changer. Une fois qu'ils commencent à prendre de la marijuana médicale. On parle de presque revenir à la vie. C'est certain que ça n'amène pas une guérison complète, mais ça soulage et puis ça aide à amener une qualité de vie à ces gens-là. Rappelons que la ministre de la Santé du Canada, Jane Philpott, a annoncé que le projet de loi du Parti libéral visant à légaliser la marijuana serait déposé au printemps 2017. Le cofondateur affirme que l'agrandissement d'Hydropothicaire est dédié uniquement au marché médical. Il croit cependant que l'entreprise sera bien positionnée pour le marché de la marijuana récréative, advenant une légalisation. On écoute M. Saint-Louis à nouveau. Il nous explique les postes que l'entreprise désire combler. On a besoin de tous les postes. Donc, on parle d'ingénieurs chimiques, on parle de doctorat en phytosanté, en plantes. On parle de médecins jusqu'à un certain point. Il y a aussi beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de travail qui doit rentrer là-dedans. Donc, on parle de main-d'œuvre, on peut parler de construction, on parle de job de bureau. Donc, c'est vraiment toute la gamme. C'est certain que dedans les 50 postes qu'on planifie rajouter d'ici juillet, il y a des allocations de fait, mais il y en a un pour tous les goûts, si on veut. Comme c'est là, la meilleure chose, c'est de nous envoyer un courriel à info@hydropothicaire.com ou thehydropothecary.com et puis nous faire part de votre CV et puis les chefs de département se feront plaisir de faire le tour de ça puis peut-être de revenir s'il y a des postes d'embauche disponibles. Bonne nouvelle, le projet Les Petits Violons de l'école primaire Saint-Laurent à Buckingham est sauvé pour les 2 prochaines années grâce à la contribution du Club Richelieu. Les levées de fonds qui avaient lieu normalement chaque année pour couvrir les coûts du projet avaient cessé depuis les 2 dernières années. Un comité de parents avait ensuite été créé afin de trouver des solutions pour la survie des petits violons. C'est finalement un chèque de 5 000 $ du Club Richelieu qui permettra aux enfants de la maternelle de continuer d'apprendre à jouer du violon. Le directeur de l'école Saint-Laurent, Jean Roy, affirme que l'établissement tenait absolument à maintenir ce projet qui permet aux jeunes de développer leur côté artistique dès le début du primaire. On l'écoute à ce sujet. C'est sûr que pour moi, c'est rassurant. Puis je pense que c'est rassurant aussi pour les gens qui vivaient tout ça. Là. Donc, je pense aux profs de maternelle. C'est sûr que dans un projet éducatif, on est basé sur l'art et la culture. C'est vraiment important que ce projet-là puisse se poursuivre. D'autant plus qu'il y a des répercussions dans mon école, puisque l'harmonie, on sait qu'il y a de la musique de l'école de première année à 6e année, mais entre autres,
une harmonie à partir de 6e année, une harmonie qui est très performante. Et on sait aussi que ces élèves-là qui s'intéressent à la musique, bien, ça se poursuit aussi au secondaire, donc il y a une harmonie qui se poursuit à ESHG. Donc, c'est souvent les mêmes élèves. Donc, c'est important qu'on prenne en charge de la maternelle, je dirais, jusqu'en secondaire 5 à la commission scolaire. Donc, c'est un beau projet. Je suis content que ça survive dans mon école. De son côté, le Club Richelieu, qui a pour but principal de promouvoir la francophonie, croit que les petits violons peuvent inciter les jeunes à demeurer sur les bancs d'école. Voici les précisions de la nouvelle présidente du Club Richelieu, France Lamotte. Oui, le Club Richelieu s'adresse en premier pour le développement de ses membres via la francophonie parlée et écrite. Mais on a aussi le volet jeunesse, où on aide la jeunesse locale pour différents projets. C'est certain plus relié vers la francophonie, mais là, on parle de dossiers culture, musique. Et là où c'est intéressant pour le Club Richelieu, c'est parce que, justement, c'était des jeunes d'âge préscolaire, de maternelle, et le programme s'adresse à les accrocher au domaine de l'éducation. Donc, on trouvait ça intéressant de passer par ce créneau-là, qui était la culture, la musique, pour faire en sorte que déjà, pour la première année, ils aient le goût d'aller à l'école puis d'apprendre. Puis c'est ça aussi qui est l'importance de l'implication du Club Richelieu au niveau de la jeunesse, c'est de favoriser une meilleure éducation au niveau de leur instruction, là. Au cours des prochaines années, l'École Saint-Laurent aimerait recruter d'autres partenaires afin d'assurer la survie du projet et la qualité des instruments de musique. Au total, ce sont 57 jeunes de la maternelle qui se rencontrent tous les mardis et les vendredis afin de pratiquer le violon. Maintenant, des travaux de réfection du réseau d'égouts sont présentement en cours sur l'avenue de Buckingham, entre l'avenue Lépine et la bretelle d'accès pour l'autoroute 50. Les travaux ont débuté le 14 novembre dernier et pourraient se poursuivre jusqu'au 23 décembre, c'est du moins selon le site web de la ville de Gatineau. Pour le moment, le tronçon est ouvert sur une seule voie et la circulation se fait en alternance par les signaleurs sur place. Évidemment, la patience des automobilistes est de mise puisque l'attente pourrait être d'une dizaine de minutes en début et en fin de journée. Deux alternatives plutôt, oui, s'offrent à vous si vous désirez avoir accès au secteur de Buckingham par un autre chemin. Si vous venez de l'ouest de la ville, bien, vous pouvez prendre la sortie de la rue Georges à partir de la 50 pour ensuite atteindre Buckingham en empruntant le pont Brady. Il est possible également de prendre la sortie du chemin Lépine, toujours à partir de l'autoroute 50. Petit retour sur la dernière séance du conseil municipal de l'Ange Gardien qui s'est déroulée la semaine dernière. La municipalité pourrait accueillir au printemps prochain un producteur de cannabis médical. L'entreprise Green Joy Inc., qui est spécialisée dans la production et la transformation du cannabis médical, semble répondre aux normes et critères de la municipalité pour s'y installer. Voici les commentaires du maire de l'Ange Gardien, Robert Goulet. En fait, il faut distinguer la fonction de la compagnie versus l'occupation du territoire dans l'Ange Gardien. Alors, nous n'avons rien à voir avec l'obtention de licences ou de permis. C'est le gouvernement fédéral qui se charge de tout ça. Je sais que la compagnie Green Joy a été avancée là, dans sa démarche. Ils ont reçu toutes les licences ou les permissions jusqu'à date, mais il y a encore un bout de chemin à faire. La balle est dans leur cours. C'est à eux de recevoir les licences adéquates du gouvernement fédéral et à partir de ce moment-là, bien, ils sont en mesure de construire dans le parc d'affaires de l'Ange Gardien. M. Goulet dit qu'il n'a pas encore entendu de réaction négative de la part de la population à ce sujet. Bon, le sujet de la couverture cellulaire a aussi été discuté durant le dernier conseil. Une tour Wind Mobile pourrait être placée près de la municipalité prochainement. Wind Mobile est la 4e plus grande société de téléphonie cellulaire au Canada. Finalement, le départ de l'ancien directeur général des Travaux publics, Yves Leblanc, a été souligné lors du conseil. M. Goulet nous explique les détails au sujet de la tour Wind Mobile et du nouveau DG des Travaux publics. Alors, pour nous, ça peut être une bonne nouvelle parce qu'on ne connaît pas vraiment le développement. Il ne s'installe pas sur le territoire de l'Ange Gardien, il s'installe chez notre voisin, mais nécessairement par le biais du parapluie qui va être couvert par cette tour-là, des gens de la municipalité de l'Ange Gardien pourraient bénéficier de ces services-là, compte tenu du fait que c'est très près. Oui, M. Yves Leblanc, qui est avec nous depuis 29 ans, prend sa retraite, une retraite bien méritée, et nous avons procédé à
un concours pour identifier un remplaçant. Alors, nous avons le plaisir d'annoncer l'embauche de M. Sylvain Parenteau, ce qui nous rend heureux de façon additionnelle. C'est un plus. M. Parenteau est un résident de l'Ange-Gardien, alors ça nous plaît beaucoup d'engager une personne qui vit chez nous à l'Ange-Gardien. À la suite de la première neige qui est survenue dans la région en début de semaine, la Sûreté du Québec vous rappelle qu'il est obligatoire d'installer vos pneus d'hiver avant le 15 décembre prochain. Le Code de la sécurité routière oblige en effet tous les véhicules de promenade immatriculés au Québec à circuler avec les pneus d'hiver du 15 décembre au 15 mars 2017. Une amende de 200 $ et plus pourrait être remise à toute personne qui ne respecte pas cette loi. On écoute à ce sujet le sergent Marc Tessier de la SQ. Oui, c'est bien ça. Les policiers, lorsqu'ils constatent là, que, exemple, lors d'une sortie de route ou d'une collision, que la personne n'a pas adapté sa conduite aux conditions de la route, exemple comme aujourd'hui, le policier peut émettre un constat d'infraction de 60 $ plus les frais, ainsi que 2 points sont ajustés au permis de conduire si on juge que la personne n'a pas adapté sa conduite aux conditions de la route. Donc, si la limite, exemple, est 90 ou 100, mais la personne roule quand même 90, oui, il respecte la limite. Par contre, il n'a pas adapté sa conduite et le fait que cette personne ne fait pas ça a ou cause une collision à ce moment-là, le policier peut émettre un constat d'infraction à ce niveau-là. La SQ tient à vous rappeler aussi qu'il faut adapter sa conduite selon les intempéries. Vous pourriez coper d'une amende si votre vitesse est excessive par rapport aux conditions de la route. Afin de réduire les risques de collision, il est important également de bien déneiger sa voiture et de dégager la neige sur le pare-brise, les vitres, les phares et la plaque d'immatriculation. Voici à nouveau les précisions du sergent Marc Tessier. Mais également aussi le fait de ne pas déneiger son véhicule. Souvent, lorsqu'on circule, par exemple, sur l'autoroute, il y a des parcelles de neige qui vont quitter la voiture ou le toit ou de la glace et va aller heurter un véhicule qui précède. Donc, c'est arrivé là, que ces situations se sont produites. Heureusement, on ne parle pas de tragédie, mais par contre, là, si on parle d'un camion au cube, exemple, ou un terrain routier, c'est des morceaux assez importants et puis ça cause beaucoup de dommages et ça peut causer quand même là, des conséquences fâcheuses au niveau des gens. Le 16e Téléthon du Club Lion de Buckingham se déroulera le dimanche 4 décembre prochain. L'événement télévisuel sera diffusé en direct sur les ondes de votre TVC Basse-Lièvre de 13h à 19h30 et filmé à partir de la salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham. L'objectif du Téléthon est d'amasser des fonds afin d'offrir des paniers de Noël aux familles dans le besoin de Masson-Angers, Buckingham et l'Ange-Gardien. Au rendez-vous, plusieurs artistes invités, des contes de fées pour enfants ainsi que la visite du Père Noël. La population est invitée à faire un don le 4 décembre, soit en se déplaçant directement à la salle des Chevaliers de Colomb, située au 480 rue des Pins, ou par téléphone en composant le 819-281-4600. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'animer ce 16e Téléthon en compagnie de Jessie Laflamme du Bulletin ainsi que de Michel Pilote, un ancien journaliste ici à TVC Basse-Lièvre. Donc, c'est un rendez-vous. La Société de transport de l'Outaouais a inauguré son nouveau centre d'entretien et d'exploitation situé sur le boulevard des Affaires près de l'autoroute 50. L'édifice est d'une superficie de près de 26 000 mètres carrés et pourra abriter plus d'une centaine d'autobus dès le 2 janvier prochain. 66 millions de dollars, c'est ce qu'a coûté la construction de ce nouveau centre, soit 9 millions de moins que prévu par la STO. Rappelons qu'un autre garage est situé sur la rue Jean-Proulx dans le secteur Hall. Il a cependant atteint sa pleine capacité. En plus de l'entreposage et de l'entretien des autobus, le nouvel édifice servira de point de ravitaillement en essence et de lave-autobus. La Ville de Gatineau croit qu'il sera très bénéfique pour la population de l'est de la ville, puisqu'il favorisera le déploiement des autobus dans les secteurs Masson-Angers et Buckingham. Le gouvernement du Québec a financé 75 % des travaux du nouveau centre, soit 56,2 millions de dollars. Voilà pour le survol de votre actualité locale. On vous présente maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme qui a été enregistrée en début de semaine. Jessie Laflamme, toujours un plaisir de te retrouver. Bonjour. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Très bien toi. Ça va bien, merci. Tu nous en parlais au cours des dernières semaines et là, ça s'est passé. C'est une grosse fête de la culture
qui se déroulait vendredi. Oui, c'était le 18 novembre dernier. Ça se déroulait au Château Montebello. C'est les Culturiades. C'est la première fois que ça se déroulait dans la MRC Papineau. Et en fait, Culture Outaouais a profité de cette grosse soirée de fête pour honorer 7 personnes ou 7 groupes et qui sont tous en lien avec la culture, dont le poète Guy Jean a remporté le prix Hommage. On a l'organisme de l'année qui est le Centre d'action culturelle Papineau. Le créateur de l'année, c'est Francis Faubert, un chanteur. Le prix relève a été remis à Hugo Godet et Dion, qui, en fait, ce prix est remis à quelqu'un qui a 35 ans et moins et qui a 5 ans de carrière. L'œuvre de l'année est à Jennifer Lefort pour son exposition Le Nouvel Atelier. C'est une artiste visuelle. Le coup de cœur littéraire a été remis à Julie Huard pour son œuvre Paysanne et Miroir du monde. Et on avait Jacques Jobin, le Bokinois, qui était en nomination Parcours d'un idéaliste. Malheureusement, elle n'a pas gagné le prix. Josiane Lavoie et Louis-Philippe Roy, eux, ont reçu le prix Résidence de création pour un projet de théâtre à la Maison Fairview. En tout, c'est 20 500 $ qui ont été remis en bourse. Et on avait Julien Morissette qui était l'animateur. On avait également, étant donné que c'était la fête de la culture, des artistes en prestation, dont l'écrivain Michel Côté, la chanteuse Louise Poirier et la comédienne Julie Gretchen. Donc, une grosse soirée qui se déroulait au Château Montebello. Ça se déroulait sur le thème patrimoine, étant donné que c'est la plus grosse construction en bois rond en Amérique du Nord. Et donc, visite guidée durant l'après-midi. Ouais. 200 personnes à peu près ont assisté à l'événement. Ah, quand même. Oui, quand même. Félicitations aux gagnants et gagnantes dans leur catégorie. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un des gagnants qui organise une exposition durant le temps des fêtes. Oui, le Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, qui est basé à Saint-André-Avelin, organise, c'est rendu une tradition, c'est petit format, gros cadeau. En fait, c'est plusieurs artistes qui se réunissent pour faire des plus petites œuvres, pour vendre ça à un prix plus raisonnable, à prix moindre, et ça permet aux gens de trouver un cadeau original, unique pour les temps des fêtes, pour soi ou pour les autres. Ça se déroule du 3 au 22 décembre. Le vernissage aura lieu le 3 décembre à 14 h. On retrouve plusieurs artistes, une dizaine. Certains proviennent de Gatineau, d'autres de la petite nation comme Ripon, Saint-André-Avelin. Il y aura de la peinture, des dessins, de la poterie, de la sculpture sur pierre, des étampes numériques, bref, un peu de tout. Et en plus, au Centre d'action culturelle, on retrouve la boutique La Fouinerie, où on retrouve déjà des articles en vente par différents artistes du coin. Et aussi, il y aura 2 événements organisés en termes avec cette exposition. Le 11 décembre, c'est des activités gratuites. Donc, le 11 décembre, de 14 h à 15 h, ce sera la fabrication de cartes de Noël avec Laurence Biettelot. Et le 18 décembre, il y aura une démonstration par l'artiste peintre Gilles Goyer. Pour avoir toutes les informations, c'est possible de visiter le www.culturepapineau.org. Carte de Noël, toujours intéressant de faire ça en famille. Oui, tout à fait. Ça va être maintenant possible de rire, pour ceux qui aiment l'humour, de rire le vendredi soir ici à Buckingham. Ici à Buckingham, mais ça fait déjà quelques semaines que ça se déroule. Ça se déroule au Belga Bistro Bar, qui est un nouveau bistrot qui était anciennement l'Exo ou le Carson. Et ça a été repris, nouveaux propriétaires qui ont décidé de faire les vendredis soirs de l'humour avec Max Leblanc. Max Leblanc est un humoriste animateur de radio, comédien, concepteur, scripteur. On peut l'entendre sur les ondes de C'est quoi et d'Énergie. Il a fait partie de la dernière tournée Juste pour rire. Depuis l'an 2000, il a fait 1000 apparitions sur scène au Québec. Il a aussi été en Belgique où il a gagné un prix. C'est le premier Québécois en 10 ans qui a remporté le prix du Festival international Rire de Bierge. Donc, quand même un humoriste reconnu et qui va être accompagné de 3 humoristes par soir pour faire rire les gens. Ça se déroule à partir de 17 h et c'est possible de réserver au 986-1942. Il y a un spectacle pour enfants maintenant, un spectacle de Théo qui se déroule la semaine prochaine. On change un peu de public. On y va avec Théo. Théo est un personnage pour les parents que vous connaissez sûrement. Une petite marionnette là, avec les cheveux orange. Et donc, il sera en spectacle le 26 novembre à 13 h à la salle Desjardins. On le retrouve avec sa cousine Zoé. Zoé, qui à son école fait un spectacle sur les animaux, donc apprend à faire le bruit des animaux. De son côté, Théo, lui, apprend que tout peut devenir un instrument de musique parce que tout peut faire du son. Donc, le public, Théo et Zoé seront invités, vont faire un spectacle musico-rock. Donc, on s'entend, c'est un spectacle interactif. Toute la famille va être appelée à participer. Ça se déroule à 13 h. Le coût est de 15 $ et pour avoir toutes les informations, vous pouvez visiter le www.salledesjardins.ca.
Et en terminant, Jessie, dernière fin de semaine pour le Buckingham Boss Jazz. Oui, en fait, ça s'est déroulé tout le mois de novembre et ça se termine ce vendredi soir avec Now is the Time ainsi que Florchestra. C'est deux spectacles, un à 20h30, un à 21h30. Et le coût est de 15 $, ça aussi. Et c'est possible d'avoir des informations en visitant le cdadelièvre.com. Finalement, je regarde notre compteur, on a quelques secondes. On peut parler de la dernière fois qu'on peut voir l'exposition au Café des artistes. Oui, Diane Desjardins-Watson est présente d'étoiles jusqu'au 26 novembre au Café des artistes. Donc, c'est un 2 pour 1 pour ceux qui veulent y aller vendredi soir. Madame Desjardins-Watson habite à l'Ange-Gardien depuis 24 ans. Elle est une retraitée de l'enseignement depuis 5 ans. Elle fait surtout du faux vitrail et de l'acrylique. Pour elle, elle se laisse aller dans les diverses techniques. C'est vraiment un passe-temps. Merci, Jessie, pour cette chronique culturelle. On se revoit dans 2 semaines. Oui, certain. Voici à l'instant les sports avec François Croteau. François Croteau, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Ah, ça va très bien, merci. Super. Tu me diras si je me trompe, François, mais je pense que les Tigres juvéniles ont vécu une saison assez extraordinaire et ils viennent tout juste de mettre la main sur un 2e titre interrégional. Oui, effectivement, c'est une saison de rêve. Ils n'ont pas subi la défaite. Les matchs les plus serrés ont été contre les représentants de Nicolas Gatineau. Et c'est ça, en fin de semaine dernière, samedi, c'était la finale interrégionale qui opposait les Knights de Saint-Thomas, qui étaient les représentants du Lac-Saint-Louis. Et ça a été une victoire facile des Tigres par le pointage de 54-0. Ah oui, effectivement, c'est tout un point d'exclamation sur une saison. Les joueurs vont s'en rappeler longtemps. Il faut souligner l'excellente performance du porteur de ballon des Tigres, Emmanuel Brochu. Il a d'ailleurs été choisi le joueur du match. Il a réalisé 2 touchés sur des courses et il a aussi réalisé de nombreuses courses spectaculaires. Le corps arrière de Buckingham, Charles-Antoine Turcot, c'est également illustré par la voie des airs. Il a réussi des passes de toucher à Jacob Legault, Maxime Olivier Lepage et Brandon Gourgon. Alors, je pense que le mot de la fin, ça revient quand même à l'entraîneur-chef, Michel Leroy. Lui, il revient à la charge. Il veut voir sa formation monter de division la saison prochaine. Il va entamer des négociations avec le réseau de sport étudiants du Québec. Naturellement, ça implique un déplacement. Là, il n'y aura pas de division 1 ici dans l'Outaouais. Il devra soit aller du côté de Montréal ou peut-être Laurentides-Laval. Alors ça, c'est à suivre. On aura tout l'hiver pour regarder l'évolution de ce dossier-là. Oui. Au hockey, maintenant, François, défaite des Flames qui a fait mal, hein? Ça s'est déroulé à Princeville. Oui, on sait que les Flames, quand même, il y a eu des changements là, au niveau de l'entraîneur de l'équipe. Ça avait bien débuté en fin de semaine dernière avec 2 victoires, mais vendredi dernier, du côté de Princeville, on s'est incliné par le pointage de 4-1. C'est un peu décevant parce que Princeville, c'est quand même une équipe aussi qui est en dernière place dans cette division. Ça m'amène à dire, jeudi et vendredi, là, il y a 2 matchs ici même là, au centre sportif. Ça va être contre Granby, attention, c'est l'équipe en 2e place dans l'autre division. Et vendredi soir, c'est contre Montréal-Est. Montréal-Est, si on regarde le classement, il y a un écart de 9 points entre les Flames et les Rangers. Naturellement, ça prend 2 victoires parce que si on désire combler l'écart, parce que 9 points, là, ça commence à être significatif, ça prend 2 victoires absolument. Et c'est sûr, ça ne sera pas facile parce qu'il y a quand même Granby là, qui présente une bonne équipe. Et on va leur souhaiter le mieux, mais j'ai bien l'impression qu'on joue presque la saison là, dans les 2 prochains matchs. Et je tiens à souligner, attention, le match de jeudi n'est pas à 20h, mais il est plutôt à 19h30, tandis que celui de vendredi débute à 20h. Il y a un changement dans l'heure, c'est ça? Oui, parce que c'est jeudi soir, alors 20h, c'est peut-être un peu trop tard.
On préfère ça du côté des Flames. Merci pour les détails. Oui. Les Jets de la Lièvre sont champions du côté de Saint-André-Ablay. Oui, tournoi provincial optimiste. Écoutez, c'est un très beau début de saison pour les Jets. Ils n'ont pas connu la défaite. Ils ont remporté le tournoi, comme je viens de le dire. Leur fiche est de 8 victoires et 2 parties nulles. Éric Rochon, l'entraîneur-chef, lui dit que c'est l'ambiance qu'il y a dans la chambre, la chimie qui s'est formée rapidement. Pour lui, là, c'est les clés de ce début de saison-là et de ses victoires. La défensive aussi est super solide. Alors, les Jets, ils sont rendus à la moitié de leur calendrier. Il y a 3 tournois qui les attendent au retour des fêtes. C'est une équipe à suivre, ça. Ils vont peut-être faire, en tout cas, au niveau des séries éliminatoires, là, ils vont peut-être faire des dégâts. C'est rare qu'on en parle, mais on va parler de cyclisme. Il y a une nouvelle formation gatinoise qui est en évidence au Rwanda. Oui, c'est l'équipe lowestrates.com. Ça a été fondé par Frederick Gates et Timothy Rugg. Ils ont remporté 2 victoires et ont terminé dans le top 20 du Tour du Rwanda. Alors ça, c'est quand même une équipe qui est très, très jeune. Donc, c'est excellent. Naturellement, on a dressé un bilan extrêmement positif et on espère pouvoir là, construire pour les épreuves futures. Et rapidement, ils sont 4 dans l'équipe. Il y a quand même les coéquipiers, Brian Watchenford et Edward Green, qui ont terminé 12e et 41e. Alors quand même, là, pour une jeune équipe, c'est quand même des résultats excellents. Et puis, au classement général, Timothy Rugg a fini à 6 minutes du vainqueur. Alors, c'est quand même excellent. On leur souhaite la meilleure des chances. C'est une équipe qu'on va entendre parler, là, je suis sûr, dans les prochains mois. Puis, il y a encore le Tour de Gatineau. J'imagine qu'ils vont participer à ça. C'est à suivre. On les suit pour les encourager. Et en terminant, François, il faut à partir de maintenant avoir une carte de membre pour avoir accès au sentier Louis-Joseph Papineau. Oui, effectivement. Ça, c'est un sentier, puis je le connaissais comme ça. Je ne savais pas, ça existe depuis environ 15 ans. C'est le club de ski de fond de randonnée des Montagnes-Blanches et le comité municipal des Amis de la piste Louis-Joseph Papineau qui se sont unis là, ensemble. Et naturellement, ils veulent un peu rentabiliser l'opération parce qu'avant, ils étaient subventionnés par le CLD. Les CLD sont défunts maintenant. La municipalité de Saint-André-Avelin a versé 7 000 $ au club afin qu'ils puissent engager des permanents pour l'entretien, etc., etc. Alors, naturellement, maintenant, on demande aux gens de se procurer une carte de membre. C'est un peu normal. Il faut en parler de ce circuit-là parce que c'est quand même en vélo, ça représente 18 km. Ça part de Saint-André et ça va jusqu'à Saint-Six. Pour ceux qui connaissent un peu, là, le camp de vacances du Sajo, c'est là que la piste finit. Okay. Et puis, ça commence à l'auberge de Saint-André. Alors, naturellement, dépendant de quel côté vous le faites. Et, en ski de fond, il y a possibilité de faire 25 km, mais il y a des boucles. Donc, vous pouvez revenir quand même là, à votre point de départ. C'est quelque chose à inscrire pour cet hiver. Je pense que c'est excellent. Puis, ils veulent naturellement développer, parce que là, oui, il y a du vélo, mais ils veulent ajouter aussi du vélo de montagne. On ira faire un tour, toi et moi. Ben oui, avec plaisir. Merci pour la couverture des sports. On se revoit la semaine prochaine. Oui, effectivement. Vous aussi, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.